1,9 million d'espèces vivantes, 30 000 milliards de cellules dans votre corps, 70 milliards de kilomètres d'ADN. C'est 16 fois la distance à Neptune. Et il n'est composé que de 4 briques. A, C, G, T. La vie. Un phénomène qui permet à un organisme d'extraire de l'énergie afin de se reproduire. Et si on imaginait, sur une hypothétique planète, une nouvelle forme de vie en prenant de nouvelles bases? C'est le projet dans lequel je me suis lancé. Et après des heures de recherche, laissez-moi vous présenter comment j'ai créé ma propre forme de vie. Alors pour commencer, il faut aller à la source de la vie. Vous le savez, notre corps, un organisme, est composé d'organes, qui eux sont composés de cellules. Et ces cellules ont un noyau qui contient des chromosomes. Ces chromosomes sont faits d'un long fil enroulé autour d'histones, et ce fil, c'est de l'acide désoxyribonucléique. L'ADN. Une structure en double hélice sur laquelle notre génome est écrit dessus. Alors comment on code de l'ADN, allez-vous me dire? C'est bien plus simple que ce qu'on pourrait penser. En fait, notre ADN est composé de 4 bases, des nucléotides. Adénine, guanine, cytosine, thymine. Ce sont des molécules qui se complètent entre elles. Ainsi, à chaque fois que vous aurez de l'adénine, vous aurez en face de la thymine, et avec de la cytosine, de la guanine, et inversement. Ces molécules, on les représente avec leurs initiales. Et selon l'organisation de ces molécules, on obtient notre programme. Mais comment de simples suites de lettres peuvent arriver à ce résultat? Déjà, calmons-nous, on ne passe pas directement de l'ADN à la cellule. Regardez comment ça fonctionne. Une enzyme nommée ARN polymérase s'attache au brin d'ADN et se déplace dessus. Pendant son déplacement, il sépare l'ADN en 2 parties qu'on va nommer P1 et P2. Il va donc créer des copies. Par exemple, pour créer une copie de P1, il va se baser sur P2, parce que rappelons-le que les briques sont complémentaires. Donc s'il sent un C sur P2, c'est qu'il y a un G sur P1. Attention, il y a une petite différence sur cette copie, c'est que la thymine est remplacée par de l'uracile. Ce morceau créé, qui se nomme l'ARN messager, va sortir du noyau de la cellule pour que des usines à protéines se lient à cet ARN messager. Ces usines, qui sont des ribosomes, vont elles-mêmes lire l'ADN 3 par 3 sur lesquels vont venir s'y attacher de l'ARN de transfert, qui sont reliés à un acide aminé spécifique. La chaîne d'acides aminés créée va ensuite se replier sur elle-même pour former une protéine. Donc, dans l'ADN, ce que cet ordre définit, c'est les acides aminés qu'il faut pour former des protéines. Maintenant, une question s'impose. Comment ça se fait que le A et le T iront toujours ensemble, et C et G aussi? Là, on sort un peu de la SVT pour faire de la chimie. En fait, nos 4 bases sont des molécules, un agencement spécial d'atomes. Voici à quoi ressemblent nos nucléotides. Et si on les met en paire, comme dans notre ADN, voilà ce qu'on remarque. A et T peuvent former 2 liaisons hydrogènes, tandis que C et G peuvent en former 3. Petit détail. Qu'est-ce que c'est qu'une liaison hydrogène? En chimie, il existe 3 types de liaisons principales, les liaisons covalentes, les liaisons ioniques et les liaisons hydrogènes. Les liaisons ioniques. En gros, dans un atome, attention, le modèle représenté ici est le modèle de Bohr. Il est donc faux, mais suffit pour cette explication. La dernière ligne d'électrons d'un atome est appelée la couche de valence. Les électrons situés dessus sont donc nommés électrons de valence. Cette ligne n'est pas toujours pleine, elle dépend du nombre d'électrons dans l'atome. Et un atome, ça préfère quand sa ligne de valence est pleine. Pour qu'elle soit pleine, il faut donc qu'elle comporte 8 électrons, sauf pour l'hydrogène et l'hélium qui n'en ont besoin que de 2. Prenons par exemple du chlore, sur sa ligne de valence il a 7 électrons, il lui en manque donc 1. Fort heureusement, il y a à côté de lui un atome de sodium, qui lui n'en a qu'un sur sa ligne de valence. Il doit donc soit en trouver 7, soit se débarrasser de son électron seul. Sa ligne de valence deviendrait donc sa précédente, qui elle est remplie. Et donc, pour réjouir tout le monde, le sodium passe un électron au chlore, ce qui forme 2 ions de charge opposée. Et on sait, 2 charges opposées s'attirent, et elles vont créer une liaison ionique, et s'arranger en solide ionique aussi. Dans ce cas-là, ça forme du sel de table. Par contre, si on a 2 atomes de chlore, ils ne peuvent pas se séparer d'un de leurs électrons. Mais regardez, si on les rapproche, ils partagent leurs électrons pour finir leur ligne de valence. La liaison formée ici est très solide et est nommée liaison covalente, parce qu'ils mettent en commun des électrons de valence. Si on regarde de l'oxygène, on voit qu'il lui manque 2 électrons sur sa ligne de valence. Mais heureusement, il y a à côté de lui 2 atomes d'hydrogène. C'est super, comme ça toutes les lignes de valence sont pleines.
8 pour l'oxygène et 2 pour chaque atome d'hydrogène. Et on a une molécule d'eau. Mais dans cette configuration, l'oxygène va attirer les électrons de l'hydrogène. On dit que l'oxygène est plus électronégatif. L'oxygène a une charge partielle négative, que l'on note delta-, et les carbones ont une charge partielle positive, notée delta+. Avec cette différence de polarité, on dit que c'est une molécule polaire. Et donc une liaison hydrogène, c'est l'interaction entre un atome, ici l'oxygène, de charge partielle positive, et d'un atome, ici de carbone de charge partielle négative, d'une autre molécule. Et c'est d'ailleurs ces liaisons hydrogènes qui vont donner l'état à notre eau. S'il y a beaucoup de liaisons hydrogènes, c'est solide. Quelques liaisons qui se modifient au cours du temps, c'est liquide. Et s'il n'y en a aucune, c'est gazeux. Fin du détail. Nous pouvons reprendre nos molécules et voir que s'ils ne s'attachent que par paires spécifiques, c'est grâce à leurs liaisons hydrogènes, qui ont l'avantage d'être moins résistantes que les liaisons covalentes, ce qui permet de faciliter les manipulations. On remarque aussi que l'adénine et la guanine sont formées par 2 cycles d'azote et de carbone. Ce sont des purines, tandis que la thymine et la cytosine n'en ont qu'un seul, et ce sont donc des pyrimidines. On voit donc que les purines sont plus grandes que les pyrimidines. Et pour compenser cette différence, une purine est toujours bien avec une pyrimidine. Et inversement, cela permet de garder un diamètre d'ADN constant. Pour tenir le tout en place, il y a le squelette. Chaque base est rattachée à une molécule de désoxyribose, du sucre, et chaque molécule de désoxyribose sont reliées avec du phosphate. Le tout forme donc notre double hélice d'ADN. Donc maintenant que l'on sait comment fonctionne l'ADN, on va créer le nôtre. Pour ce faire, il faut déjà qu'on détermine le nombre de paires de bases de notre nouveau gène. Sur Terre, c'est 4, comme on l'a dit. Ce qui, dans notre création de protéines, nous donne une diversité de 4 puissance 3, soit 64 acides aminés différents. Avec 6 paires de bases, on passe à 6 puissance 3, soit 216 aminés. Et c'est ce nombre de bases que je vais choisir. Maintenant, il faut déterminer ces bases pour que les liaisons formées soient viables et plausibles. Pour trouver les éléments que l'on va utiliser, on prend le tableau périodique des éléments et on enlève tout ce qui ne nous intéresse pas. Si on fait ça, c'est pour simplifier la tâche parce que je vous rappelle qu'il y a 118 éléments et que je ne veux pas tous me les faire un par un. On enlève donc les éléments aux propriétés chimiques inconnues, parce qu'on ne peut rien faire de quelque chose dont on ne sait rien. On enlève aussi les métaux de transition, les actinides et les lanthanides, parce qu'ils présentent des caractéristiques plus complexes au niveau des liaisons. Et enfin, on enlève les gaz nobles, parce que leur ligne de valence est déjà complète. Ce qui nous fait passer de 118 éléments à 38. Et bim, je viens de m'économiser 36 heures de ma vie. Maintenant, on va mettre nos éléments dans un tableau et mettre leur nombre d'électrons de valence. Et dans l'autre colonne, indiquant le nombre d'électrons qu'il faudrait pour compléter cette ligne. On se retrouve donc avec nos critères à choisir. Cependant, il va falloir que nos éléments répondent à certains critères. Les liaisons stables, la polymérisation et le solvant universel. On va reprendre ces critères et les expliquer. Il faut que les atomes formant la base et le squelette aient des liaisons covalentes stables. Il faut aussi qu'ils puissent former de longues chaînes. Et enfin, il leur faut un solvant. Et c'est par là qu'on commence parce que c'est le plus simple et ça nous offre, je trouve, plus de liberté pour la suite. Un solvant, c'est une substance, très souvent un liquide qui peut en dissoudre d'autres. C'est là que va se produire toutes les réactions du vivant. Sur Terre, c'est là le solvant universel. Elle est à la base de notre biochimie. Et je pense que c'est celui que je vais choisir parce que notre planète a des conditions similaires à la Terre. Ensuite, la polymérisation. C'est la capacité à former de longues chaînes. Sur Terre, le oblige, c'est le carbone. Donc on parle nous aussi sur le carbone. Et pour les liaisons stables, il nous faut des éléments qui forment des liens covalents. Alors pour choisir, prenons notre tableau. Dans l'ADN terrestre, voici les éléments qui le composent. Carbone, azote, oxygène, phosphore, hydrogène. Carbone et hydrogène, on garde. Pour remplacer l'oxygène, le sélénium et le soufre sont de bons candidats. Faisons un pour-contre. Le soufre forme des liaisons plus résistantes avec le carbone. Il a une meilleure résistance à la décomposition dans l'eau, et en plus, c'est déjà un acteur majeur dans la biochimie terrestre. Cependant, les liaisons avec l'hydrogène sont plus faibles, et il est moins réactif que le sélénium, ce qui pourrait ralentir certaines réactions métaboliques. Le sélénium, quant à lui, a de faibles liaisons avec le carbone, ce qui le rend plus réactif, et il se décompose plus facilement dans l'eau. Cependant, il est encore plus difficile de former des liaisons hydrogène stables. En résumé, si on veut de la réactivité et de la nouveauté,
il nous faut du sélénium. Et si on veut de la stabilité et de la plausibilité, c'est du soufre. Donc, c'est le soufre. En substitut au phosphore, l'arsenic est un très bon choix puisqu'il se lie très bien à l'hydrogène, au carbone et au soufre. Pour remplacer l'azote, c'est le phosphore qu'on prend. Et oui, il revient. Il est similaire à l'azote et offre des différences d'angle de liaison, ça offre de la nouveauté. On se retrouve donc avec de l'hydrogène, du carbone, du soufre, de l'arsenic et du phosphore. Maintenant, c'est là que je vais commencer à souffrir. Il va falloir créer 6 molécules compatibles entre elles par paire via des liaisons hydrogènes. Que chaque paire fasse la même taille et qu'elle soit stable. Et ça, c'est juste au niveau de la molécule elle-même. Après, il faut que je lui trouve un nom d'usage, un nom valide pour l'Union internationale de chimie pure et appliquée, une formule brute, une formule de connectivité et sa masse atomique. Allez, on y va. On rappelle qu'il faut, pour que la molécule soit stable, que chaque atome qui la compose ait sa ligne de valence complète. Je voudrais aussi que la molécule forme un cycle et qu'elle utilise évidemment les 4 atomes principaux. Ce qui nous donne après des heures de travail cette molécule. Sa formule chimique est H5C3S2P. 5 d'hydrogène, 3 de carbone, 2 de soufre et 1 de phosphore. On peut donc calculer sa masse qui est de 136,17 U, soit 2,26 x 10 puissance moins 25 kg. Sa formule de connectivité se trouve en détaillant la première formule avec les liens et l'ordre en plus. Et pour le nom UICPA, on leur dit d'aller mourir vu le système de nomenclature qu'ils nous ont pondu. Pour vous donner un exemple de ce que ressemblent les noms qu'ils donnent, ça c'est du sucre. Donc, en appliquant leur logique, ça donne ça. Et comme je ne veux pas me coltiner ce nom à chaque fois, je vais lui donner un surnom. La thiopholine. Et voilà la première, plus que 5 autres. Je vais les faire de mon côté et je reviens après. Et voilà, je nous ai fabriqué les 6 molécules du nouvel ADN. Les voici. La thiopholine, de formule H5C3S2P, la dipholine, de formule H6C5S2P4, la mercaptoline, de formule H4C2S3P2, la phosphaline, de formule H6C5S3P4, la captoline, de formule H4C3S4P2, et la rathialine, de formule H5C6S4P5. Chacun ne peut se former que par paire. La thiopholine avec la dipholine, la mercaptoline avec la phosphaline, et la captoline avec la rathialine. Maintenant qu'on a nos 6 bases, on peut passer au squelette. Là, on doit avoir une molécule qui puisse se relier à chaque base et à 2 atomes d'arsenic. Pour ça, je retourne bosser. Tada! Hydrosphate. De formule H3C2S2P3. La base peut se lier ici et les atomes d'arsenic là et là. Une bonne chose de faite. Voyons voir donc l'assemblage de toutes ces molécules dans un ADN. Attendez. On peut plus appeler ça acide désoxyribonucléique, on a tout changé. Désormais, c'est acide hydrosphinucléique. AHN. Bon. Et ça donne ça. On retrouve bien nos 6 paires de bases, bien rattachées au squelette, avec évidemment leur liaison hydrogène entre bras. C'est un énorme travail qu'on a fait là. Il a fallu plus de 14 minutes de vidéo seulement pour l'ADN. Et c'est pour dire à quel point c'est complexe. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.